Alors, je crois qu'il est midi. Il est midi. Bonjour à toutes et tous. Je suis le docteur Pascal Pugliese. Je suis président de la coordination régionale du VIH en PACA Est. Et nous organisons aujourd'hui, pour une durée d'1 heure, un webinaire qui est à la fois disponible via le lien Zoom que certains ont reçu, et puis aussi disponible sur la page Objectif SIDA Zéro, sur la page Facebook du projet Objectif SIDA Zéro. Voilà, je suis très heureux d'organiser ce webinaire pendant une durée d'1 heure, puisque nous avons eu beaucoup de questions des personnes vivant avec le VIH qui s'interrogent sur la vaccination Covid-19. Et donc, nous avons souhaité organiser entre le Corévi PACA Est et le service d'infectiologie du CHU de Nice ce webinaire sous la forme de questions-réponses. En fait, ça va être une présentation de diapositives. Et puis, vous aurez la possibilité, ceux qui sont sur le Zoom ou ceux qui sont sur Facebook, de poser un certain nombre de questions auxquelles nous essaierons de répondre à la fin de la présentation. Donc, j'ai le plaisir de partager ce moment avec le docteur David Quiriot, qui est chef de clinique en infectiologie et qui traitera plutôt de la partie infection Covid-19, du professeur Pierre Marty, qui est responsable du centre de vaccination du CHU de Nice et de l'hôpital de l'Archer, et qui est en compagnie de Lisandre Blankman, que peut-être certains d'entre vous connaissez, puisqu'elle est chargée d'éducation thérapeutique dans le service d'infectiologie. Et puis, nous avons Julie Valbousquet, modératrice, qui est coordinatrice du Corévi et qui modérera, qui nous présentera, nous fera passer les questions que éventuellement vous posez. Voilà, donc je pense que vous avez sur la partie Zoom une petite fenêtre qui s'appelle QR pour questions-réponses. Et puis sur la partie Facebook, vous avez la possibilité soit de laisser un commentaire, soit probablement en message perso sur la page Facebook de poser aussi les questions. Sachez aussi que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera en replay sur la page Facebook la page Objectif SIDA Zéro, mais nous la mettrons aussi sur une chaîne YouTube de manière à ce que les personnes qui n'ont pas accès à Facebook puissent aussi voir cet enregistrement. Voilà, nous commençons tout de suite et je vais donner la parole à David Quiriot. David, si tu m'entends, je vais essayer de passer la première diapositive et donc c'est moi qui passerai les diapos à votre demande. David, je te remercie. Merci Pascal. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un bref rappel sur cette diapo unique sur la maladie à Covid-19 elle-même, et en particulier sur la chronologie qui peut être intéressante quand même à rappeler. Donc, le virus s'acquiert essentiellement par l'inhalation de microparticules contenues dans les gouttelettes projetées par la salive des personnes elles-mêmes infectées, et à un très moindre niveau par contact et manuportage de ces mêmes gouttelettes qui seraient tombées très récemment sur des surfaces et qu'on mettrait ensuite en contact avec nos muqueuses. Et environ 50 à 60% des personnes qui ont eu ce contact avec le virus vont par la suite développer des symptômes. Donc, il y a quand même quasi la moitié des personnes qui vont rester asymptomatiques, ce qui ne les empêchera pas d'avoir un test positif si on devait le leur faire dans ces délais. Donc, après le premier contact avec le virus, en général, 5 jours d'incubation, mais qui peuvent aller jusqu'à une douzaine de jours ou être plus courts. Et c'est souvent le cas, c'est souvent un petit peu plus court, de l'ordre de 2 à 6 jours dans la majorité des cas, vont éventuellement apparaître ces symptômes avec une contagiosité qui peut être présente 48 heures même avant l'apparition des symptômes, ce qui renvoie également à la contagiosité potentielle des personnes sans symptômes, mais ayant bien été en contact avec le virus et ayant un test positif. Une fois que les symptômes apparaissent, on considère que la contagiosité dure jusqu'à 10 jours après leur apparition, sous réserve que ceci évolue bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de fièvre et pas d'essoufflement, puisque la toux peut persister plus longtemps. Si les symptômes ont bien évolué, au maximum 10 jours après leur apparition, on peut considérer qu'il n'y a plus de contagiosité directe, immédiate, qui permet de lever les quarantaines strictes et les isolements en chambre. Ça a été élargi à 10 jours, notamment avec les derniers variants, puisque c'était plutôt 8 avant. Et on va considérer qu'il peut y avoir une petite contamination, dans moins de 20% des cas,
pour les rapports directs très rapprochés, donc notamment au sein d'une même chambre, par exemple, au-delà de ces 10 jours. Mais sinon, on est rassuré à partir de là. La contagiosité, elle est quand même relativement moyenne, on va dire, pour ce virus par rapport à d'autres types d'infections contagieuses par ce mode-là, mais elle a tendance peut-être à être un petit peu plus élevée récemment. Et donc, les symptômes eux-mêmes peuvent aller du simple syndrome viral non spécifique, qui peut ressembler à une grosse grippe, jusqu'à la pneumonie qui amène à des besoins en oxygène et une hospitalisation qui représente heureusement une minorité de cas au sein de cette épidémie. C'est ce que je voulais rappeler brièvement sur l'infection elle-même. On peut passer à la diapo suivante. Merci David. Et donc du coup, je vais donner la parole à Pierre Marty sur la partie spécifique au vaccin. Pierre? Oui, bonjour. Donc, première question, pourquoi doit-on se vacciner contre la COVID-19? Tout d'abord, pour des raisons personnelles. Les personnes vaccinées sont moins malades et font moins de formes graves de la COVID-19. Les risques du vaccin sont bien entendu bien moins fréquents que les risques liés à la maladie. Et le suivi de très nombreuses personnes déjà vaccinées en Grande-Bretagne et en Israël confirme l'efficacité des vaccins, notamment sur la diminution des formes graves de la COVID-19. Vous voyez ci-dessous 3 études avec les 3 vaccins actuellement disponibles en France, le vaccin Comirnaty, qui est le vaccin Pfizer-BioNTech, 7 jours après la 2e dose, sur 10 000 personnes vaccinées, seulement 5 malades, dont un grave, et 9 995 non malades. Sur 10 000 personnes non vaccinées, 89 malades, dont 5 graves, et 9 911 non malades. Avec le vaccin Moderna, 8 malades sur 10 000 personnes vaccinées contre 131 malades sur 10 000 personnes non vaccinées, 0 malades graves chez les vaccinés, 24 chez les non vaccinés. Enfin, avec l'AstraZeneca, eh bien, sur 10 000 personnes vaccinées, 14 jours après la 2e dose, 108 malades dont 0 grave contre 282 malades dont 8 graves. Et quand même, il y a un bon nombre de non malades. La suivante. Alors, concernant les vaccins, plusieurs types de vaccins potentiels contre la COVID-19 existent. Tous ciblent la fameuse protéine Spike, Spike ça veut dire épine, du virus SARS-CoV-2 qui permet la pénétration cellulaire du virus. La fameuse, c'est traduit, la bête à picots, avec tous ces petits picots à sa surface. Donc, les vaccins sont tous contre cette protéine pour empêcher que le virus pénètre dans la cellule. Alors, tout d'abord, les vaccins ARN et ADN. Ils ont été mis au point selon une méthode de pointe qui consiste à utiliser un ARN ou un ADN génétiquement modifié pour produire une protéine qui entraîne une réponse immunitaire en toute sécurité. Une séquence génétique du virus, ADN ou ARN messager, est injectée, donc en l'occurrence c'est l'ARN messager, qui est injecté et qui entre à l'intérieur de la cellule humaine. Donc celle-ci, la cellule humaine, va l'utiliser pour produire la protéine virale associée qui va faire réagir le système immunitaire. Alors bien entendu, la question qui est souvent posée, c'est que cet ARN ne rentre jamais dans le noyau et ne perturbe pas le patrimoine génétique, mais dans la cellule. Vous savez que les cellules ont un cytoplasme et un noyau, donc ça reste dans le cytoplasme de la cellule. Oui, Pascal? Merci. Alors, il existe d'autres vaccins. Le fameux vaccin chinois, là, il s'agit de vaccins inactivés ou vivants atténués.
C'est ce qu'on utilise chez nous pour produire le vaccin contre la fièvre jaune ou contre la rougeole. Ce sont des vaccins qui contiennent une forme inactivée ou atténuée du virus qui ne peut pas causer de maladie, mais qui entraîne tout de même une réponse immunitaire. Ensuite, vous avez les vaccins à base de protéines. Alors, c'est ce qui existe chez nous, par exemple, pour le vaccin contre l'hépatite A. Des vaccins qui contiennent des fragments inoffensifs de protéines ou d'enveloppes protéines, qui donc imitent le virus de la COVID-19, le virus SARS-CoV-2, pour entraîner une réponse immunitaire en toute sécurité. Alors, c'est le virus Novavax, qui n'est pas encore disponible, mais qui est toujours dans le pipeline, comme on dit. Et enfin, les vaccins à virus viraux, qui contiennent un virus inoffensif, qui ne peut pas causer de maladie chez l'homme, mais qui sert de plateforme pour la protection de protéines pour la production de protéines du coronavirus, afin de générer une réponse immunitaire. Alors, l'exemple type actuellement disponible en France, c'est l'AstraZeneca, mais on attend aussi le Johnson & Johnson, le fameux Sputnik V produit par les Russes. À noter que le Sputnik V, comme l'AstraZeneca et le JNJ, nécessite 2 doses, même si on verra que l'AstraZeneca est maintenant utilisé en monodose dans le Royaume-Uni avec une bonne efficacité. Et bien sûr, le Janssen qu'on attend, parce que le Janssen serait monodose d'emblée. Alors, je voulais dire aussi que le Sputnik V, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 doses, il s'agit de 2 adénovirus différents. Un adénovirus pour la première, un autre pour la deuxième, de façon à mieux couvrir. Tous ces vaccins sont protecteurs du Covid-19, mais n'éliminent pas totalement le virus. Alors, on peut utiliser un terme qui est discutable, c'est le terme stérilisant, c'est-à-dire qui ne stérilise pas l'individu totalement du virus. C'est-à-dire que vous pouvez être vacciné, mais vous pouvez quand même éliminer du virus. Diapo suivante. Alors, pour en revenir sur les 3 vaccins actuellement disponibles. Pardon. Ah oui, on ne me voit pas. Alors, le taux d'efficacité révélé lors des essais cliniques de phase 3. Tout d'abord, le Comirnaty, c'est-à-dire le Pfizer-BioNTech, 95% d'efficacité. Le Moderna, 94% d'efficacité. Alors, au CHU, nous n'avons jamais vacciné avec le Moderna, mais la pharmacie du CHU étant la plateforme qui reçoit tous les vaccins pour le département, en distribue en ville. Donc, on peut en avoir en ville. Et enfin, le vaccin AstraZeneca, il a une efficacité dans toutes les études de phase 3 qui avoisine, qui touche les 70%. À noter que c'est déjà une efficacité bien supérieure à l'efficacité du vaccin antigrippal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des études récentes au Royaume-Uni montrent qu'avec l'AstraZeneca, après une dose, chez les personnes de plus de 50-55 ans, on a un taux de protection, et sur 10 millions à peu près de personnes qui ont été vaccinées, ce qui est quand même assez important, puisqu'on n'a pas encore vacciné 10 millions de Français, on a un taux de protection de l'ordre de 94%. Donc, ce vaccin AstraZeneca, qui a mauvaise presse, qu'on a d'abord réservé à certaines populations, puis pour maintenant le transmettre à d'autres populations. En plus, actuellement, on est dans une période de crise de production de l'AstraZeneca. On n'en a plus, on ne va plus en avoir avant au moins une quinzaine de jours. Eh bien, ce vaccin AstraZeneca est un bon vaccin. Donc, comment pratique-t-on? Eh bien, en espace de 21 jours pour le vaccin Pfizer, de 28 jours pour le vaccin Moderna, entre les 2 doses, et de 3 mois entre les 2 doses pour l'AstraZeneca.
mais les études récentes montrent que peut-être le rappel de l'AstraZeneca ne serait pas si nécessaire que cela, en tout cas pourrait se faire bien après les 3 mois. Tout ceci mérite d'être confirmé. Les recommandations officielles sont celles qui figurent sur cette diapositive. Merci Pascal. C'est toujours moi? Non. C'est plus moi là. David, je crois que c'est David. Oui, David, à toi. Tout à fait. Merci. Donc, à savoir si la question qui est beaucoup posée en ce moment, que ce soit dans les médias ou directement par des patients à la consultation, c'est quid de la vaccination par rapport aux différents variants dont on entend parler. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que cette notion de variant n'est pas non plus un scoop en soi. On sait que tous les virus de type respiratoire évoluent avec le temps au fur et à mesure des épidémies. C'est pour ça notamment qu'on a des vaccins différents contre la grippe cette année. Pour faire très simple comme explication, chaque année, on doit réadapter. Les virus persistants vont muter et vont présenter des cibles potentiellement différentes qui peuvent faire varier l'efficacité des anticorps qu'on va produire nous-mêmes après une infection avérée ou via la vaccination. Cela étant dit, de ce qu'on a comme données maintenant solides sur des nombres très conséquents de patients sont rassurants par rapport aux variants d'intérêt qu'on a actuellement, qui sont le variant anglais, brésilien et sud-africain, pour faire simple. Le vaccin, notamment Pfizer, protège extrêmement bien contre les différentes formes d'infection par les variants d'intérêt dont j'ai parlé, et en particulier pour limiter la survenue d'une forme grave, quand bien même il y aurait une infection par le Covid, ce qui reste quand même un des objectifs principaux de cette vaccination. Et pour reparler du vaccin AstraZeneca, et pas du tout dans une volonté de lui donner encore une fois une mauvaise presse, mais simplement d'exposer les faits, on a effectivement une efficacité qui est moins bonne sur les variants sud-africains, qui restent encore minoritaires dans nos régions, et qui reste tout à fait efficace contre le variant anglais, qui lui, par contre, représente actuellement plus de 80% des Covid hospitalisés, en particulier dans notre département, dans le 06, mais je pense que c'est superposable également dans d'autres régions que la nôtre. Donc, globalement, ce n'est pas quelque chose qui doit rentrer en compte dans la réflexion de quand et comment se faire vacciner sur une crainte des variants. Ce n'est pas un risque qu'on vous ferait courir en fonction du choix du vaccin. Comme l'a dit le professeur Marty, on prend ce qui sera disponible à ce moment-là pour ne pas retarder la couverture vaccinale, dans la mesure où on considère que l'efficacité sera tout à fait acceptable dans tous les cas. La diapo suivante. Une fois qu'on est vacciné, il va y avoir la question également récurrente dans la presse comme auprès des patients directement, des effets indésirables et de la crainte de les développer qui ferait repousser encore une fois une vaccination, toujours par rapport à un choix de ce vaccin. Globalement, les effets fréquents sont mineurs et sont ceux d'un état qu'on dit pseudo-grippal, absolument bénin, et en rapport avec le fait qu'on ait stimulé l'immunité pour la production d'anticorps, ce qu'on peut voir après n'importe quel type de vaccination, qu'elle soit Covid ou autre, avec des signes de fatigue, des courbatures, des douleurs dans les muscles, peut-être des frissons, voire un petit peu de fièvre, des choses qui restent très transitoires dans moins de 24 heures pour la quasi-totalité des cas, et qui sont très, très sensibles au paracétamol, qui peut tout à fait être pris dans le respect des doses et du délai entre les doses, pour calmer ces symptômes, voire les anticiper. Ce qu'on conseille d'ailleurs après la vaccination AstraZeneca, puisqu'il a été rapporté potentiellement un peu plus de ces états pseudo-grippaux lors de la première dose de vaccin, et souvent plutôt chez les patients jeunes et sans comorbidité au niveau de leurs organes cardiaques ou respiratoires notamment, qui peuvent faire des états grippaux, qui peuvent les rendre fatigués le lendemain, mais qui sont très sensibles au paracétamol. Et pas non plus de raison de différer votre vaccination de par la crainte d'un effet indésirable, et ce, quel que soit votre état de santé préalable, à discuter avec votre médecin, bien évidemment. La diapositive suivante. Justement, pour les personnes vivant avec le VIH, est-ce qu'il y a un risque d'une quelconque façon de se faire vacciner? Je ne suis pas sûr que c'était à moi de la faire celle-ci, mais je peux me lancer. Vas-y, David. La question étant de est-ce qu'il y a un risque de par la vaccination elle-même? Non, quelle que soit l'évolution de votre VIH en termes de contrôle du virus, de taux de CD4, il n'y a pas de surrisque
au niveau des effets secondaires en eux-mêmes dont on vient de parler. Et par rapport au vaccin et à son mode d'action, il n'y a pas lieu de penser que les vecteurs utilisés ou le forme d'une vaccination via l'ARN entraînent un risque par rapport au Covid ou par rapport au VIH pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, il n'y a pas de surrisque de développer un quelconque effet secondaire. Il n'y a aucun risque, comme on l'a déjà dit, de développer la maladie Covid, et ce, y compris en vivant avec le VIH. Ça ne change pas du tout cette vérité scientifique. Et il n'y a pas de contre-indication existante pour un patient vivant avec le VIH de se faire vacciner, et ce, quel que soit le vaccin utilisé. Il n'y a pas non plus de risque en fonction du taux de CD4. La seule chose qu'on sait, et c'est valable encore une fois pour d'autres vaccins, c'est que plus le taux de CD4 sera bas, plus il est possible que la réponse soit faible suite à la vaccination en termes de production d'anticorps, mais ce qui, encore une fois, ne doit pas la faire retarder. Ce sera toujours des anticorps de gagner par rapport à une absence complète. Et c'est bon pour moi. Merci, David. Donc, on va poursuivre avec la question de savoir qui peut se faire vacciner actuellement. Donc, je rappelle en préambule que toutes ces questions-là, la plupart ont été ou sont posées par les patients que l'on voit en consultation. Et donc, il nous semblait utile de pouvoir en faire des diapositives et de pouvoir répondre. Bien évidemment, les choses évoluent rapidement, puisque vous voyez que cette diapositive, elle est basée en fait sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui datent du 2 mars dernier. Et donc, depuis le 2 mars dernier, sont éligibles à la vaccination, en plus, bien sûr, des professionnels de santé, l'ensemble des personnes de 75 ans et plus, quel que soit leur lieu de vie, les résidents en EHPAD ou dans des unités de soins de longue durée, quel que soit leur âge, et puis les personnes vulnérables à très haut risque, et ça aussi, quel que soit leur âge. On peut citer les personnes qui sont atteintes de cancer ou de maladies hématologiques malignes, en cours de traitement par chimiothérapie, les personnes qui sont atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés, les personnes qui sont transplantées, que ce soit des organes solides ou par allogreffe dans le cadre de pathologies hématologiques, les personnes qui sont atteintes de multiples maladies chroniques et qui présentent au moins 2 insuffisances d'organes, comme par exemple le foie, une atteinte du foie ou du cœur ou pulmonaire par exemple, certaines atteintes de maladies rares et particulièrement à risque en cas d'infection, et puis les personnes atteintes de trisomie 21. On peut citer aussi que depuis le 2 mars peuvent se faire vacciner les personnes qui sont en situation de handicap, quel que soit leur âge, hébergées en maison d'accueil spécialisée et les foyers d'accueil médicalisés, et puis les résidents de 60 ans et plus qui demeurent dans des foyers de travailleurs migrants. Tout ça, ce sont des endroits où effectivement le virus peut plus facilement circuler et la contamination se faire. Et donc, c'est pour ces raisons que la HAS, au-delà des problèmes de maladie, recommande aussi de vacciner dans ces circonstances-là. Alors, depuis le 2 mars, sont aussi éligibles à la vaccination les personnes de 50 à 74 ans qui souffrent d'une ou plusieurs des comorbidités ou des maladies listées ci-dessous. Donc, on peut citer les maladies cardiovasculaires, c'est le cas de l'hypertension artérielle compliquée, c'est le cas des antécédents, des personnes qui ont eu des antécédents d'accident vasculaire cérébral, de maladies ou d'insuffisance coronarienne, des personnes qui ont des antécédents de chirurgie cardiaque ou les personnes qui présentent une insuffisance cardiaque. Sont aussi éligibles à la vaccination les personnes qui ont un diabète, que ce soit un diabète de type 1 qui nécessite des comprimés ou de type 2 qui nécessite de l'insuline, et j'ai inversé, les personnes qui ont une insuffisance rénale chronique, les personnes qui ont une obésité qui est définie par un indice de masse corporelle qui est supérieur ou égal à 30, les personnes, on en a déjà parlé, qui sont porteurs d'un cancer ou d'une hémopathie maligne, enfin les personnes porteurs d'une maladie chronique du foie, en particulier la cirrhose. Et donc ces personnes-là, on continue aussi, ils sont possibles de 50 à 74 ans qui présentent des maladies respiratoires chroniques qui possiblement peuvent décompenser lors d'une infection virale. C'est le cas des gens qui ont une insuffisance respiratoire, une bronchopneumopathie obstructive, un asthme sévère, une fibrose pulmonaire, les personnes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, une mucoviscidose,
et ceux qui sont porteurs d'une immunodépression congénitale ou acquise, mais on va le voir après, pas acquise en concernant l'infection par le VIH. Enfin, les gens qui ont une drépanocytose ou, et ça, c'est pas rare chez les patients infectés par le VIH, qui ont un antécédent de splénectomie chez qui on a dû enlever la rate. Enfin, les personnes de 50 à 74 ans inclus, qui souffrent aussi d'une ou plusieurs maladies suivantes. C'est le cas des maladies neurologiques, comme les myasthénies, les scléroses en plaques, les maladies de Parkinson, les gens qui ont une paralysie cérébrale ou qui sont porteurs d'une quadriplégie ou d'une hémiplégie, les tumeurs malignes cérébrales, des maladies du cervelet. Et puis, on a rajouté effectivement depuis le 2 mars les personnes qui ont des troubles psychiatriques ou une démence. Bien évidemment, toutes ces comorbidités n'ont pas le même poids et le cumul de ces comorbidités est également un risque. Alors, la HAS, dans son dernier rendu, évoque le fait que d'autres comorbidités ont un rôle encore discutable. C'est le cas de l'infection par le VIH, parce qu'en fait, il y a un surrisque dans les communications ou les études qui ont été faites, notamment pendant le premier confinement, d'avoir une hospitalisation ou un décès quand on était infecté par le VIH, mais ça concernait plutôt le fait que beaucoup de personnes infectées par le VIH avaient une plus grande fréquence de certaines comorbidités qu'on vient de citer, elles-mêmes à risque. Et aussi, on peut dire que les CD4 bas, présents ou passés, peuvent aussi avoir un impact délétère. Et donc, concernant les personnes infectées par le VIH, sont considérées actuellement comme non prioritaires à la vaccination selon le calendrier suivi par la HAS, mais les facteurs de risque classiques priment sur l'infection à VIH pour l'ordre de priorité vaccinale. Et donc, les personnes séropositives qui présentent ces facteurs de risque associés à une infection peuvent donc se voir vaccinées. On peut aussi considérer, comme je l'ai dit précédemment, que les personnes séropositives avec un taux de CD4 bas ou avec une charge virale détectable peuvent aussi être adressées vers un centre de vaccination avec une ordonnance de leur médecin traitant ou du spécialiste. Et donc actuellement, au CHU de Nice, actuellement et depuis déjà plusieurs semaines, nous avons réalisé des listes de patients prioritaires à la vaccination et que effectivement on adresse régulièrement au centre de vaccination de l'Archer pour vous contacter et vous proposer une vaccination. Et donc par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à votre taux immunitaire ou votre charge virale ou vos comorbidités, je vous invite à vous rapprocher de votre médecin, soit traitant, soit votre médecin spécialiste, pour plus d'informations concernant effectivement l'indication d'une vaccination. Je vais laisser la parole à Lisandre. Merci. Alors, où est-ce que vous pouvez vous faire vacciner? Donc, pour pouvoir se faire vacciner, il y a de nombreux centres qui ont ouvert un peu partout sur le département. Ils ont été répertoriés sur le site internet dont vous pouvez voir le lien www.santé.fr. Donc, ils recensent un petit peu tous les centres avec les numéros de téléphone pour les contacter. Ça, c'est une première possibilité. Vous avez aussi la possibilité de contacter par téléphone, pour ceux qui n'ont pas Internet, le numéro vert inscrit là sur la diapositive, donc le 0800 009 100. Donc ça, c'est pour toute personne et donc qui rentre dans les critères qui ont été précités par Pascal à l'instant. Pour les professionnels de santé du territoire, vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous au CHU de Nice via la plateforme Doctolib. Donc ça, c'est une autre aussi possibilité pour les gens qui sont professionnels de santé. Et donc, comme vient de le dire Pascal Pugliese, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre médecin infectiologue qui aura la possibilité de vous orienter sur un centre de vaccination. Donc nous, au CHU de Nice, on a recensé les patients qui rentrent dans les critères de priorité et on contacte au fur et à mesure les patients pour qu'ils puissent être vaccinés. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin référent. Merci. Alors, on continue avec un certain nombre de questions et je pense que c'est à Pierre, là, peut-être de… Oui, merci Pascal. Donc, une question. Certains vaccins sont-ils mieux adaptés à mon infection par le VIH? En fait, tous les types de vaccins peuvent être administrés
aux personnes vivant avec le VIH, c'est-à-dire les vaccins ARN messager, donc le Pfizer, Comirnaty et le Moderna, et à vecteur viral, aujourd'hui l'AstraZeneca. Quel que soit le taux de CD4, le choix vaccinal peut être orienté en fonction de l'âge et des comorbidités par le médecin infectiologue. Il n'y a pas de raison de penser que l'infection à VIH stable sous traitement favorise la survenue d'effets indésirables, quel que soit le vaccin utilisé et quel que soit le traitement reçu contre le VIH. Donc, on va dire que c'est pareil que pour la population non VIH. Et depuis le 18 mars, le vaccin AstraZeneca est de nouveau autorisé après qu'il ait été suspendu peu de temps et il peut être utilisé notamment chez les personnes vivant avec le VIH, mais maintenant on nous demande de le privilégier chez les personnes de plus de 55 ans, sachant donc par conséquent qu'on va privilégier les autres vaccins ARN messager chez les jeunes. Merci Pascal. Alors, parlons de ce fameux cas AstraZeneca qui a préoccupé les médias et les politiques. Nous, il ne nous a pas trop préoccupés, mais bon. Donc, parmi les pays de l'Europe des 27, ils se sont suivis les uns derrière les autres pour suspendre temporairement le vaccin. Seuls quelques cas, en effet, de thrombose ont été rapportés sur plusieurs millions de personnes vaccinées. Alors, il y a eu malheureusement une infirmière qui est décédée. Il faut savoir que c'est quand même très peu de cas, que ces cas, en fait, seraient survenus dans les 15 jours qui ont suivi le vaccin. Et donc, ces cas seraient liés à une forte réponse immunitaire pouvant avoir modifié temporairement la coagulation. On n'en est pas certain. Le nombre de ces cas, de toute façon, reste inférieur à celui des thromboses, déjà chez les femmes prenant la pilule contraceptive, puisque c'est 1 pour 1 million. Et l'organisation, bien sûr, c'est bien inférieur aussi à la population générale. Donc l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la balance risque-bénéfice penche bien sûr nettement en faveur de ce vaccin, qui, je vous le rappelle, déjà, dès qu'on a l'utilisé, avait mauvaise presse, car les individus jeunes vaccinés avaient, pour certains, des syndromes grippaux sévères, c'est-à-dire qu'une fièvre pouvait monter jusqu'à 40, empêchant de travailler le lendemain de la vaccination. Donc déjà, ça lui faisait il faisait avoir mauvaise presse, et nous, on était très sollicités déjà au niveau des centres de vaccination, où on nous disait si je peux avoir du Pfizer, c'est mieux, je serai partant pour me faire vacciner, mais avec le Pfizer. Voilà. L'Agence européenne du médicament a statué le 18 mars et que les bénéfices du vaccin AstraZeneca surpassent les éventuels risques. Voilà, et donc le 19 mars, la haute autorité de santé a dit que maintenant l'AstraZeneca, c'était pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Concernant les personnes de moins de 55 ans ayant déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, la HAS va se positionner très prochainement sur les modalités d'administration de la deuxième dose, mais a priori, on est déjà, par rapport à nos collègues du Royaume-Uni, on sait déjà qu'une dose d'AstraZeneca donne un taux de protection supérieur à 90%. Merci Pierre. La suivante, c'est bon encore. Monsieur Rostand, il y a des fois ou pas? Alors, juste... Oui, je reprends la parole. Merci Pierre. Alors, la question qu'on a nous très fréquemment en consultation également, et pas nécessairement bien sûr que par des personnes vivant avec le VIH, était est-ce qu'on se fait vacciner si on a déjà eu l'infection Covid? La réponse directe et simple est oui.
avec quelques subtilités selon les recommandations actuelles. La première info claire, c'est tout ce qu'on va dire par rapport au délai dans lequel on se fait vacciner n'a rien à voir avec un quelconque risque. Mais les personnes qui ont eu une maladie Covid symptomatique, et j'insiste sur la présence de symptômes, vont développer leurs propres anticorps qui vont leur conférer une immunité efficace. Et les données scientifiques qu'on a actuellement nous permettent de dire que cette immunité, elle est efficace au moins 3 mois, certainement 6 mois et probablement plus jusqu'à 9 mois, voire au-delà. Mais on peut l'affirmer jusqu'à 6 selon les données qu'on a actuellement. Une personne qui a déjà été infectée doit être vaccinée quand même, dans la mesure où ces anticorps naturels vont diminuer avec le temps et en plus, ceux qui sont produits après une vaccination sont plus puissants potentiellement en termes de neutralisation du virus. Néanmoins, en termes de stratégie de vaccination et de priorisation, on attend au moins 3 mois après une maladie Covid symptomatique et on peut aller jusqu'à 6, et c'est ce que nous on recommande au sein du service, de le faire dans les 6 mois à l'issue d'une infection Covid symptomatique. Encore une fois, il n'y a pas de risque encouru à se faire vacciner parce qu'on a déjà eu la maladie, mais c'est simplement par ordre de priorisation dans la mesure où il y a déjà une petite protection suffisante qui persiste pendant ces premiers mois. Une infection justement dont on n'aurait pas eu le diagnostic, qu'elle soit symptomatique ou non, ne donne donc aucun risque de se faire vacciner, même si c'est avant 3 mois après cette infection, on va dire, non diagnostiquée. Deuxième information, il n'y a besoin, quel que soit le vaccin utilisé, de n'utiliser qu'une seule dose de vaccin, pas besoin justement de faire la deuxième dose pour booster la production d'anticorps, puisqu'il y a déjà à minima des anticorps produits, sauf pour les personnes qui rentrent dans la définition d'une immunodépression, d'une baisse de leur immunité naturelle, de leur capacité immunitaire, ce qu'il vous faudra discuter avec votre médecin, notamment votre médecin référent VIH. Et si on déclare un Covid symptomatique, si on se contamine juste après s'être fait vacciner, donc encore une fois sans aucun lien avec la vaccination elle-même bien évidemment, mais une simple coïncidence malheureuse au niveau chronologique, la recommandation est d'attendre 3 mois au moins pour faire la deuxième dose du moment qu'encore une fois que ce Covid est symptomatique. S'il n'y a pas de symptômes, même sur une PCR positive, on reste sur un calendrier vaccinal habituel pour la vaccination Covid. La diapositive suivante. Alors, je la crois deuxième question. Oui, c'est peut-être qui va là. Non. Non, je pense que c'était toujours moi, il me semble. Alors, vas-y, David. La question aussi qu'on a très souvent en consultation et encore plus dans les médias, c'est pour finalement, quand on pose cette question différemment, à quoi bon se faire vacciner si on doit toujours maintenir une distanciation sociale et le port du masque? Donc en fait, le fait d'être vacciné ne justifie pas d'arrêter la distanciation sociale pour plusieurs raisons. La première, c'est que le fait de se faire vacciner protégera notamment des formes graves, ça on l'a déjà dit, mais en plus, le fait d'être vacciné, à ce jour, on ne peut pas affirmer que ça n'empêche pas d'être éventuellement vecteur, d'être le lien entre deux personnes qui vont une transmettre et l'autre s'infecter avec le virus. C'est-à-dire que si on reçoit des gouttelettes de salive d'une personne infectée, parce que justement on n'avait pas le masque, on va les garder dans notre sphère buccale pendant un délai qu'on n'a pas encore bien défini et potentiellement les retransmettre à quelqu'un, encore une fois, dans un délai qui n'est pas encore bien défini. Il est donc capital de garder les gestes barrières, le port du masque, la distanciation physique, même après avoir été vacciné et ou même après avoir fait une vraie maladie Covid symptomatique avec nos propres anticorps derrière. Ça permettra d'avoir ces anticorps vaccinaux ou post-maladie, d'éliminer le virus, de ne pas être soi-même malade, mais peut-être que pendant quelques heures ou un jour, on pourra transmettre la maladie. Cela étant dit, les premières impressions qu'on a au niveau des données scientifiques sont très rassurantes et font dire que le portage asymptomatique de virus après une contamination est probablement très largement réduit après 2 doses de vaccin et est de très bon augure pour continuer à diminuer la progression de cette épidémie et potentiellement, à l'avenir, alléger les recommandations des gestes barrières, mais ce n'est pas du tout encore le cas et il faudra les maintenir. Merci. Alors, je vais poursuivre avec quelques questions qui nous ont été posées depuis presque un an maintenant. Et la première, c'est est-ce que les médicaments contre le VIH, les antirétroviraux, protègent
de la Covid-19? La réponse est clairement non. La question de savoir si l'utilisation de ces médicaments peut protéger a fait l'objet de discussions et de recherches. Et en l'état actuel des connaissances, aucun traitement antirétroviral pour traiter ou prévenir le VIH n'a démontré une quelconque efficacité dans la protection vis-à-vis de l'acquisition du SARS-CoV-2 ou dans le traitement de l'infection. Alors, on nous a aussi posé la question, pourquoi un vaccin si rapide contre la Covid-19 et toujours pas de vaccin contre le VIH? Alors, c'est une très, très bonne question. Ce qu'il faut dire, comme l'a expliqué Pierre tout à l'heure, c'est que les plateformes vaccinales de type ARN messager et à vecteur viral comme AstraZeneca ont bénéficié des avancées de la recherche vaccinale des 20 dernières années, que ces technologies ont permis le séquençage complet du SARS-CoV-2 dès son identification, que les technologies reposent aussi sur le code génétique du virus et donc sont très rapides à créer, contrairement aux anciennes approches vaccinale dont a parlé Pierre en début de la présentation. Alors, la recherche vaccinale est malheureusement contre le VIH malheureusement plus compliquée, notamment parce que le VIH est un rétrovirus qui est capable d'intégrer son matériel génétique dans l'ADN de ces cellules hôtes, qui sont les cellules de l'immunité. Et donc, le VIH échappe ainsi à la vigilance du système immunitaire. Et en outre, il existe une multitude de virus VIH qui diffèrent entre eux, ce qu'on appelle les variants, bien plus que pour le SARS-CoV-2. On peut quand même probablement être assez optimiste à mon sens, dans la mesure où effectivement, la mise en place de la réalisation, la mise en œuvre de ces vaccins vis-à-vis du Covid-19 vont probablement aider à avoir une approche différente vis-à-vis des vaccins contre l'infection par le VIH. Alors, on va terminer cette présentation. J'ai trouvé ça dans Le Monde, au pays du fromage. Je trouve que c'est plutôt intéressant, ce modèle de l'emmental qui pourrait proposer d'être un modèle pour se défendre face à une pandémie virale respiratoire. Et vous voyez ici que pour se défendre, on a plusieurs types d'interventions, à la fois des interventions qui sont individuelles et à la fois des interventions collectives. Et chacun, je veux dire, finalement, a sa responsabilité au niveau individuel et au niveau collectif. Vous voyez qu'au niveau individuel, si on assure une distanciation physique, si on reste chez soi quand on est malade, si on porte un masque, si on peut se laver les mains ou tousser dans son coude, si on évite de se toucher le visage, si on limite le temps passé dans des lieux très fréquents, ça c'est une responsabilité qui est pour chacun d'entre nous, eh bien, ça permet de diminuer en fait le risque de contagion. Et puis au niveau collectif, le fait de tester et tracer rapidement, d'aérer, de rester dehors ou de filtrer l'air intérieur, d'avoir des consignes officielles et un soutien par rapport à ces mesures-là, de pouvoir faire effectivement une quarantaine efficace et un confinement efficace. Et bien sûr, la vaccination, qui est finalement un geste individuel, mais qui permet effectivement d'avoir à terme très clairement une immunité collective. Et bien, toutes ces interventions-là, ce qu'on peut appeler les tranches de fromage, ont leurs limites avec des trous, mais que conjuguer les interventions de toute forme réduit les risques. Et puis, je rajouterai aussi qu'il faut lutter contre la désinformation, puisque la désinformation limite l'efficacité globale de tout le dispositif. Donc, en conclusion, on peut dire que la vaccination pourra endiguer l'épidémie si elle est réalisée rapidement et massivement, qu'il faut en parler à votre médecin référent et ou votre médecin généraliste, et que bien évidemment, les personnes infectées par le VIH peuvent recevoir tous les vaccins disponibles sur le marché sans risque ajouté. Voilà, je voulais remercier tout le monde, tous les intervenants à ce webinaire, et puis on va peut-être essayer de répondre à quelques questions. Quelqu'un nous a demandé si effectivement j'ai moins de 500 CD4, est-ce que je peux me faire vacciner? Alors la réponse est bien évidemment oui, comme l'a expliqué David tout à l'heure. Le vaccin n'aura pas d'effet secondaire particulier. On peut imaginer quand on a des taux de CD4 bas, alors je ne sais pas, moins de 500 CD4, ce n'est pas non plus des CD4 bas, mais on peut imaginer que si les CD4 sont bas, l'immunité sera peut-être moins efficace quand on se fait vacciner, mais un peu comme tous les autres vaccins. Mais en tout cas, bien évidemment, il n'y a pas de contre-indication
à se faire vacciner si on a moins de 500 CD4. Et puis, je viens de me faire vacciner, non, je viens de me faire diagnostiquer séropositif. Puis-je me faire vacciner dès maintenant contre le Covid? Eh bien, je pense que la réponse est oui. Il n'y a pas de contre-indication. Et je dirais même, comme on a dit tout à l'heure, qu'en termes de taux de CD4 bas ou de charge virale VIH qui réplique, on peut imaginer que c'est probablement des facteurs qui sont à risque de faire des formes peut-être plus graves de l'infection. Et donc, il est recommandé de vacciner particulièrement les personnes qui ont un taux de CD4 bas ou qui sont en échappement thérapeutique. Et ça peut être le cas quand on commence, en fait, quand on n'est pas encore sous traitement antirétroviral. Alors, je vais arrêter le partager pour pouvoir que chacun puisse voir un petit peu les différentes personnes. Je crois qu'il y a aussi des questions-réponses qui ont été posées directement sur le Zoom. J'ai un... Oui, alors, vas-y. Oui. Alors, du coup, on est là donc, il y a quelqu'un qui nous confirme qu'il a été vacciné avec un taux de CD4 de 70. Donc, merci Eric pour l'information suite à la question qu'on avait eue par rapport au CD4 faible. Et donc, on a une autre question de Claire qui nous demande si une personne vivant avec le VIH âgée de 50 à 74 ans a reçu un courrier de l'assurance maladie lui conseillant de se faire vacciner. Est-ce qu'elle l'a reçu parce que l'assurance maladie connaît son statut sérologique et qu'elle présente des facteurs de risque autres que le VIH, ou est-ce qu'il s'agit d'un courrier automatique reçu par toutes les personnes de plus de 50 ans? Je ne sais pas si Pierre peut répondre à ça. On va dire difficilement. J'ai l'impression que quand même, si elle a reçu un courrier, c'est que l'assurance maladie sait qu'elle a des comorbidités. Alors peut-être que le VIH fait partie de celle-là pour l'assurance maladie, mais non, je ne travaille pas à l'assurance maladie. Non, mais je pense que les personnes qui sont infectées par le VIH, la plupart ont ce qu'on appelle une ALD7, c'est-à-dire qu'une déclaration en maladie faisant partie des pathologies chroniques qui sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Et donc, à ce titre-là, de manière automatique, il doit y avoir probablement un filtre et un envoi d'informations. Mais c'est le cas aussi pour les personnes qui sont hypertendues ou qui probablement ont des traitements antihypertenseurs, par exemple, ou antidiabétiques oraux ou par insuline. Et probablement les bases de données de l'assurance maladie qui sont quand même très, très anonymisées. Hein. Enfin, je veux dire, quand on travaille avec eux, c'est très, très compliqué et tant mieux d'obtenir des données, bien évidemment, nominatives, mais à titre collectif, ils peuvent faire des envois systématiques. C'est le cas, par exemple, quand vous avez un dépistage du côlon après 50 ans, vous recevez probablement, parce que c'est votre âge, une information de l'assurance maladie en vous proposant de faire un test. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation officielle de la HAS de vacciner les personnes infectées par le VIH. Donc, il est possible que ça soit une autre comorbidité qui ait déclenché en fait l'information. Voilà, on a une autre question de Cédric, donc, qui travaille pour Action Traitement, qui nous demande si on a prévu de diffuser le support de présentation. Donc oui, en fait, le webinaire va être diffusé sur YouTube et donc on pourra envoyer le lien YouTube de cette présentation. On a une autre question de Pascal qui nous dit qu'en tant que PV-VIH, elle a été vaccinée contre la Covid et elle voudrait savoir quel risque pour sa maman qui a développé le Covid il y a plus de 6 mois. Et donc, du coup, je pense qu'elle demande quelles sont les consignes de distanciation à opérer avec sa maman, étant donné que sa maman n'a pas été vaccinée et elle, en tant que PV-VIH, elle a été vaccinée. Je vais me permettre de répondre. Il y a plusieurs niveaux de questions et de réponses. Je pense que s'il n'y a pas de partage du même domicile entre la mère et la fille, c'est des mesures de distanciation, on va dire, de bon sens, hein, d'essayer de se voir en milieu extérieur avec une distance minimale d'1 mètre entre les personnes, ou alors masqué, et si c'est à l'intérieur dans des pièces aérées et des durées courtes, on recommande à la population globale. Après, si c'est au sein d'un même domicile, évidemment, la distanciation n'est plus la règle. Hein. Il faut quand même qu'on continue tous à vivre. Par contre, ça me sujette une question de pourquoi est-ce que maman n'est pas encore vaccinée?
on peut se permettre de supposer qu'elle a potentiellement plus de 55 ans. Donc, si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas et qu'il y a un retard, il faut se rapprocher peut-être de la plateforme de la ville où elle réside et de son médecin généraliste pour lui proposer une vaccination, encore une fois, sans urgence. Merci David. Alors, je ne sais pas, Julie, s'il y a d'autres questions. En tout cas, si c'est le cas, et probablement, puisque ça sera rediffusé ou en replay sur Facebook, on pourra aussi transmettre et répondre aux personnes qui poseront des questions ultérieurement, les questions, et on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Si vous êtes tous d'accord et s'il n'y en a pas d'autres questions, Pierre, juste une petite remarque. Là, effectivement, c'est à flux tendu quand même dans le service d'infectiologie et le centre de vaccination aujourd'hui. Est-ce que c'est en début d'année, on a vacciné essentiellement les professionnels de santé. Maintenant, c'est les patients adressés par leur médecin référent du CHU, quelle que soit leur maladie, en fait. Oui, tout à fait. Il suffit, en tout cas sur tout le territoire du CHU de Nice, nous prenons tous les patients, quel que soit leur âge, et tous les patients, on va dire, alors officiellement c'est tous les patients du CHU, mais je pense que sur le territoire, tout le monde, rares sont ceux qui n'ont pas été patients du CHU. Et en tout cas, il faut aussi élargir le terme de soignant, parce que pour ma part, je pense que les conjoints de patients ou les parents de patients sont les premiers soignants. Donc, il ne faut pas hésiter à le dire. Les soignants, ce ne sont pas que les professionnels de santé ou les agents des établissements de santé, parce que sont aussi concernés les personnels administratifs qui ne sont pas considérés comme des personnels de santé, mais comme des personnels des établissements de santé. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ces gens ne doivent pas être vaccinés. Donc, il faut élargir la notion de soignant parce que je pense qu'on est tous soignants d'un autre, même si on n'est pas professionnel de santé. Donc, il ne faut pas hésiter à dire cela. On peut pas, moi, je garderai toujours à la mémoire le souvenir de cette jeune fille de 20 ans, greffée cœur-poumon, qui est venue avec ses deux parents, les deux parents jeunes, moins de 45 ans, qu'on refusait sous prétexte qu'ils n'étaient pas soignants. Or, ils étaient quand même les premiers soignants de leur fille. Voilà. Merci Pierre. Et puis j'ai encore vu ce matin en consultation des personnes qui sont infectées par le VIH, mais ou d'autres aussi, qui hésitent vraiment à la vaccination, à se faire vacciner. Et c'est vrai que je pense que probablement la question autour de l'AstraZeneca a probablement obtenu un frein. Le paradoxe, effectivement, c'est qu'au début, on avait très très peur des virus ARN messagers et que maintenant, tout le monde veut se faire vacciner par un vaccin ARN messager. Et donc, bien évidemment, moi, je conclurai peut-être par ça, c'est que la décision, bien évidemment, le vaccin n'est pas obligatoire et la vaccination et le choix de se faire vacciner appartient à chacun. Je pense qu'il faut donner les bonnes informations. Il faut savoir que seulement l'immunité collective va nous permettre effectivement de retourner à une vie, on va dire, normale, et qu'il appartient bien évidemment à chacun de s'informer, comme je crois on l'a fait aujourd'hui, pour pouvoir prendre sa décision en bonne et due forme par rapport à cette vaccination. Voilà, je voulais remercier tout le monde, l'équipe du Corévi, Julie, merci, les équipes aussi du Corévi qui ont mis en place techniquement, Pierre Marty, Lisandre, je sais que vous êtes très très sollicité, David, merci beaucoup, je sais que tu es, voilà, on oublie souvent, hein, les soignants, ils sont sur le pont, et les infectiologues depuis plus d'1 an, et on vit une période très très difficile, donc merci d'avoir consacré ce moment pour répondre aux questions. Il nous reste juste 2 petites questions qui viennent d'arriver. Donc là, je pense que vous y avez déjà répondu, mais quand même, peut-on se faire vacciner quand on est en primo-infection ? En primo-infection VIH, je dirais que la réponse est oui, probablement, même si la priorité, c'est aussi de se mettre sous traitement antirétroviral, mais je pense que très rapidement, il n'y a pas de contre-indication à une vaccination Covid, même lorsqu'on est en primo-infection. Et
Pardon, je voulais simplement intervenir pour faire passer un tout petit message. Écoutez plus vos soignants, vos infirmiers, vos médecins, vos pharmaciens, que les médias et les politiques. Merci Pierre. Et donc il y avait une dernière remarque, une question de Cédric concernant l'efficacité des vaccins chez les personnes immunodéprimées. Est-ce qu'on a des études là-dessus, en particulier pour le vaccin AstraZeneca? Pierre, je ne sais pas si on a des données sur les patients immunodéprimés. On peut imaginer, comme on l'a dit, qu'il y a une efficacité moindre. On n'en a pas une, on n'a pas une vérité absolue. Je ne sais pas s'il y a des publications. On n'a pas de données. On n'a pas de données. Non, on n'a pas vraiment de données solides. En tout cas, il ne faut pas hésiter à le faire. Il n'y a que le vaccin vivant atténué qu'on ne pourra pas faire aux personnes très immunodéprimées. Hein, mais pour les vaccins actuellement disponibles, de toute façon, vaut mieux la ceinture et les bretelles. Donc, je pense que… Et puis surtout aussi, j'y pense, quand vous serez vacciné, continuez à porter le masque. Jusqu'au jour où on sera très, très, très nombreux à être vaccinés et on pourra enlever enfin ce foutu masque. Merci Pierre. Je rajouterai juste pour les immunodéprimés, je pense qu'il y a une raison supplémentaire, c'est qu'on ne sait pas si ça marche, mais que probablement chez les personnes immunodéprimées, et ça ne concerne pas que des personnes séropositives, hein, chez les gens aussi qui ont des chimiothérapies ou des traitements immunosuppresseurs, il y a quand même une grande probabilité effectivement pour que ces personnes-là aient une réplication longue en fait quand ils sont infectés par le Covid, et que probablement ces porteurs de longue durée sont susceptibles d'être des personnes qui peuvent produire en fait des variants. Et donc, il y a tout intérêt, même si on ne sait pas si ça a une efficacité plus importante, de vacciner aussi les personnes immunodéprimées. Je ne sais pas, je pense que Pierre, tu me contrediras pas par rapport à ça. Ok, ben merci beaucoup. Il est 12h56. On va vous souhaiter un bon appétit. On vous remercie toutes et tous pour ceux qui ont participé et ceux qui nous ont écoutés. On vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Merci. Au revoir, merci.